Imaginez une invasion. Imaginez-la implacable, inarrêtable. Imaginez des défenses totalement contournées, une armée épuisée et meurtrie, des alliés qui disparaissent, et une volonté politique qui s'étiole lentement à mesure que l'espoir s'éloigne. Bon, c'est schématique, mais vous avez l'image. Et maintenant imaginez une forêt, toute simple. Un petit chemin la coupe en deux, il n'y a pas de vent, aucun bruit de voiture, et pas le moindre signe d'une présence humaine. Seul le bruit des oiseaux couvre celui de vos pas. Elle a inchangé depuis des décennies, laissé à la nature et au temps une forteresse. Loin de sa majesté d'antan, elle n'est plus ce sanctuaire suprême de la défense du territoire national. Seulement le souvenir oublié d'un temps où la France dut s'armer contre une menace extérieure presque existentielle. Plus puissant fort d'Épinal en 1914, sûrement aussi l'un des plus puissants et modernes de France, la dernière forteresse de Lorraine à se rendre aux Allemands en 1940. Aujourd'hui, les ruines du fort de Longchamp, vestiges des troubles et conflits du XXe siècle, fêtent cette année leur 149e anniversaire. Quand la France perd l'Alsace-Moselle en 1871, elle est au plus bas et se sent des plus vulnérables. Son armée est en lambeaux et sa nouvelle frontière est incapable d'offrir une défense suffisante. C'est l'état d'esprit de l'état-major français durant longtemps. Et cela même en 1874, lorsqu'un officier du génie va proposer un plan qui va tout changer. Tout d'abord, il évoque explicitement l'incapacité de la France à se défendre contre une attaque quel que soit l'agresseur. Même la Belgique ? On crée alors le comité de défense, chargé d'étudier les projets de fortification qui visent à redonner à la frontière sa capacité défensive. Et deux vont retenir notre attention. Le chef de bataillon puis commandant Théophile Ferron Proposait en 1876 un rideau défensif de Belfort à Charmes, une muraille de Chine sans faille qui suivrait majoritairement les crêtes vosgiennes à l'ouest de la vallée de la Moselle. De son côté, le général du génie Raymond-Adolphe Serré de Rivière, secrétaire du comité de défense lors de sa création, agissait en faveur d'une ligne discontinue de rideaux et de places fortes, laissant des brèches dans lesquelles il serait facile de piéger l'ennemi. C'est le second projet qui finit par être adopté pour diverses raisons techniques et stratégiques qu'aurait posé la fortification intense au nord de la ville d'Épinal. D'ailleurs, cette ville devient une place forte. Au départ, elle est pensée comme un prolongement du rideau défensif de Haute-Moselle, avec comme particularité de former une tête de pont à l'est de la rivière. Mais la fortification à l'ouest de la ville fait d'elle une place forte pleine et entière à partir de 1878. Donc, en 1875, lorsque l'on place les forts sur la carte, et l'année suivante, quand on commence leur construction, le statut d'Épinal n'est pas encore très clair. Alors, on construit des forts d'arrêt puissants et capables de se défendre tout seuls. Pour plus d'informations générales sur la place forte et la ligne Serré de Rivière, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet qui vous aidera à tout comprendre. Nous sommes devant l'un de ces forts, le plus puissant d'Épinal, à l'apogée de ce temps où la ville était l'une des 4 grandes places fortes de première ligne de la frontière de l'Est. Ce fort est construit entre 76 et 78, mais il n'obtient sa forme définitive qu'en 1914, les travaux de modernisation étant stoppés par la Première Guerre mondiale, sans quoi il serait encore peut-être très différent. En plus d'être le fort le plus moderne et le mieux armé de la place forte d'Épinal, il l'est sûrement aussi de toute la France, ou du moins l'un des plus avancés. En 1914, les places fortes sont prêtes, mais loin d'être égales. On constate que beaucoup de projets sont abandonnés pour consacrer plus de ressources au conflit. Elles restent tout de même en théorie capables d'encaisser une attaque ennemie. Ici, seuls 5 forts sur 16 ont été modernisés, comme c'est le cas pour celui derrière moi. Je parle, mais si on allait le voir, ce fort, justement ? Je tiens à m'excuser auprès des fans d'Urbex, mais nous n'allons pas rentrer dans ce fort. Bonjour, c'est Valentin du futur. Vous pouvez reconnaître que quelques mois se sont écoulés à la végétation qui a subitement repris ses droits. Je me permets d'interrompre cette vidéo quelques instants car à ce moment précis, je dis quelque chose qui est obsolète. En fait, on va rentrer dans ce fort. Comment, je sais pas, quand, j'en ai aucune idée. On est en train d'y travailler. En tout cas, un jour, on sera dedans. Voilà, reprenons la vidéo. L'immense ouvrage de béton et de maçonnerie s'étale sur 50 000 mètres carrés, bien caché derrière une forêt dense. Laissé à la nature, un œil peu attentif pourrait ne pas remarquer immédiatement sa présence imposante. Derrière la première porte se cachent les restes d'un ancien pont et son immense façade bétonnée, infranchissable. Le fossé qui entoure l'édifice descend à pic jusqu'à 7 mètres sous nos pieds. Même aujourd'hui, il reste imprenable. Sur ces saillants apparaissent d'anciennes caponnières maçonnées et coffres de contre-escarpe plus récents, défenseurs silencieux du fossé, désormais recouverts par les cadavres d'arbres morts, remplaçants modernes de l'envahisseur allemand.
Invisibles depuis notre position, les casemates de Bourges semblent se refuser à nous rappeler leur existence. Organes de défense récentes, elles habitaient chacune 2,75 mm, une artillerie qui faisait la fierté de la nation. À nos yeux, seule la forme de ce qui ressemble à un imposant talus se dessine, et pour cause, si le mur de contrescarpe est présent en dessous de nos pieds, son voisin naturel, le mur d'escarpe, ne fut jamais construit. Par souci d'économie, mais loin d'être un défaut, cette conception semble lentement privilégiée au fur et à mesure des années. De l'avant-dit, c'est un fort imposant, moderne et bien armé. Même si je conçois que c'est difficile de se rendre compte dans sa situation actuelle. Mais croyez-moi, il ne devait pas laisser indifférent. Heureusement, ce fort a deux particularités qui ne sont pas pour nous déplaire, des batteries cuirassées. Sorte de semi-fort en casemate souterraine, les batteries cuirassées sont des constructions externes au fort et puissamment armées. Ici, nous avons la chance d'en avoir deux. Conçues pour être autonomes et capables de se défendre, elles sont ici tout de même reliées à l'ouvrage principal par deux tunnels, le plus long dépassant les 200 mètres. La plus proche est la batterie pour une tourelle de 155 R à éclipse, similaire à celle que l'on trouve au fort d'Uxenier. Ce genre d'ouvrage est moins rare et peut être comparé à ceux des forts de Lucé à Toul et Raupe à Belfort, bien que prévu pour d'autres artilleries. On y remarque la présence d'une imposante coupole en métal qui constituait la cuirasse de la tourelle. Le fait qu'un morceau de l'engin existe toujours est plutôt fantastique. La seconde batterie est bien loin au sud-est, mais lorsque l'on arrive devant sa façade, deux portes ouvertes nous accueillent. Pour la première fois, nous entrons. On n'y voit pas grand chose et les escaliers sont mal en point et couverts de branches. L'étage inférieur se compose d'un couloir nous amenant voir les deux tourelles de 155C. La première, celle de l'Est, un trou béant que nous observons depuis le sol, marchant là où ont marché plusieurs générations de défenseurs de la nation avant nous. Des taggers peu inspirés sont venus montrer aux curieux comme nous leurs incommensurables talents. Pitoyables. Ici, les tourelles n'étaient pas à éclipse mais simplement tournantes. Cela coûtait moins cher et n'était pas si nécessaire puisque leur position était cachée aux tirs ennemis. Et puisque deux tourelles à un canon s'avéraient plus efficaces qu'une tourelle à deux canons, le bénéfice semblait réel. La tourelle de l'ouest est bloquée par une grille, nous empêchant d'emprunter le tunnel rejoignant le fort. En 1914, cette construction est déjà rare, mais quand la guerre éclate, c'est la seule qui est opérationnelle sur l'ensemble du pays, ce qui rend cet endroit plutôt intéressant pour la recherche. Ce sont d'ailleurs les premières traces d'une architecture moderne, précurseur de ce que l'on retrouvera plus tard dans la ligne Maginot à des degrés bien plus imposants. Le reste de la forêt n'a rien à envier à ce que nous venons déjà de visiter. Une batterie maçonnée annexe, position de tir construite en parallèle du fort est encore visible. Une autre l'est plus loin et plus moderne puisque bétonnée, tandis que d'imposants abris de combat sont disséminés un peu partout. Le plus étonnant reste la présence encore forte du réseau de barbelés, queues de cochon, ardillons et surtout fils de fer rouillés. Qui sait, peut-être qu'en creusant un peu on trouverait des obus non explosés. En 14-18, comme l'envahisseur n'atteint jamais Épinal, les canons du fort ne tirèrent jamais, ou presque. La DCA naissante contre l'aviation ennemie qui vint menacer les habitants de la ville ainsi que sa logistique. Mais un combat eut lieu ici, aussi vain que courageux, et nous relatons ces faits grâce au témoignage du lieutenant Henri Martin, qui commandait le fort en 1940. Loin derrière la ligne Maginot, les anciennes places serrées de rivière n'ont plus aucun rôle à jouer. 14 000 soldats étaient prêts à tenir le siège et à rendre coup pour coup les assauts ennemis en 1914. Désormais, ils sont à peine plus de 300. La moitié à Longchamp, un quart aux Adelphes et à Desvillers, et un huitième à Dogneuville, Arches et Uxenier. Aucun de ces forts n'avait ne serait-ce que la moitié des effectifs nécessaires à son emploi. L'armement du fort en juin 1940 est décrit avec détail par la source que j'utilise, mais la liste est en partie fausse. C'est l'instant nerd du matos, désolé. La tourelle tournante de 166L est un modèle qui n'existe pas. Il semble y avoir une confusion avec la tourelle Mougin de 155L, modèle 1876, le troisième modèle d'ailleurs installé entre 1879 et 1880. Oui pour la 155R, oui pour les deux 155C, oui et non pour les deux tourelles de 75 mm modèle 1905, puisqu'il n'y en a eu qu'une seule installée entre 1905 et 1910. Idem avec le doublement des tourelles de mitrailleuses qui n'étaient en réalité que deux, une à l'ouest et une à l'est du fort. Le cas des casemates de Bourges est différent,
Car si les deux ouvrages disposaient à l'origine de 4,75 mm, il est tout à fait possible qu'il manque effectivement un canon en 1940. Une photo prise la même année par les Allemands montre la casemate ouest avec 2 pièces. Donc le petit 75 laissé tout seul peut se trouver dans celle de l'Est. Je ne sais pas d'où viennent ces indications inexactes, l'ouvrage n'ayant jamais été l'objet d'une amélioration durant l'entre-deux-guerres, toute l'attention ayant été tournée vers la ligne Maginot. Il est d'autant plus étonnant que le plan du fort proposé par le lieutenant lui-même ne présente pas toutes ces modifications, mais trêve de technique. Les Allemands arrivent du sud-ouest et atteignent les abords d'Épinal le soir du 18 juin. Des explosions retentissent vers 20h et les lignes téléphoniques sont coupées. Longchamp n'a aucune visibilité dans cette direction, et c'est Donneville juste à côté qui lui sert de poste d'observation sur Épinal. L'ennemi a détruit les dépôts d'essence et les ponts peut-être. Dans la ville, le commandant Charpentier défend comme il le peut la Moselle. L'ennemi s'est approché en fin de journée, mais s'est replié après quelques escarmouches. 2 ponts sont encore intacts. Le 19 juin à 8h, les forts préparent le feu sur les voies de communication que les Allemands pourraient emprunter. 9 cibles sont désignées, mais aucun tir n'est encore réalisé. À 8h30, le lieutenant Charvet, commandant du fort de Donneville, annonce faire feu quelque part dans le quartier Axo. Des chars ennemis viennent d'y être repérés. La tourelle de 155R de Longchamp débute son tir à 9h15. En ce jour, 69 ans après leur construction et avec une guerre de retard, les forts ont enfin tiré sur l'ennemi pour la première fois. Durant toute la journée du 19, Longchamp et Donneville vont faire tonner leur artillerie partout où l'ennemi est repéré, le second servant d'œil au premier. Ils sont soutenus par les Adelphes qui tentent de ralentir l'avance ennemie au nord du canal. La ville tombe en fin de journée et à 21h, les forts reçoivent l'ordre de détruire les ponts encore intacts. L'ennemi riposte et tire en direction des forts et des batteries annexes qui les entourent. La ville brûlait. Un quartier fut ravagé et l'on reprochera plus tard au lieutenant d'en être responsable. Il se dédouane. Le feu consumait les environs depuis déjà des heures. La nuit est calme autant que l'ennemi, et à l'ombre des flammes d'Épinal, la garnison tente de s'endormir. Au matin du 20 juin, l'ennemi s'est emparé du plateau de la Justice et y entasse son équipement. Les obus y pleuvent rapidement et jusqu'à 10h30. L'ennemi riposte avec fracas sur la 155R, causant 2 blessés graves, les soldats Nurdin et Roux. Le moral, déjà difficile à tenir, se perd lentement mais il ne craque pas. Vers 11h30, arrive au fort de Longchamp le sergent-chef Antonio et le soldat Laurent, appartenant à la 2e compagnie du 223e régiment d'infanterie de forteresse. Ils sont sous les ordres du capitaine Chassaigne, qui défend avec force le village de Jessay grâce aux chars Renault de ce qu'il reste du 31e bataillon de chars. Ils viennent demander de l'aide auprès du lieutenant Martin. Ce dernier leur donne des caisses de cartouches, de l'essence et de l'huile, ainsi que l'assurance pour Chassaigne de pouvoir compter sur le support d'artillerie de Longchamp. Martin récupère en retour une carte détaillée des emplacements défensifs et des cibles précises autour du village. Robert Nurdin n'a pas survécu à ses blessures. Il est enterré après une petite cérémonie au fond du fossé de gorge. Le moral est encore ébranlé. Martin décide qu'il laissera partir demain tous ceux qui ne veulent plus se battre. Le 21 juin, l'ennemi semble également arriver du nord-est. On prépare de quoi ravager la route de Rambervillers dans cette direction. On remarque des chars entre Longchamp et Serqueur. Amis? Ennemis? Impossible à dire. Martin préfère ne pas tirer. Lors d'un repas, les officiers prévoient une défense sans fin, conjointement avec Donneville. Aux environs de 14h, un signal est lancé par les défenseurs de Jessay. Chassaigne demande un tir de barrage à l'est du village, que le fort réalise avec véhémence. Il tourne ensuite ses tirs vers les blindés qui s'élancent sur la route Jessay-Longchamp. L'ennemi riposte encore. Des obus s'écrasent à quelques mètres de la casemate par 2 fois. Un artilleur annonce avoir vu et tiré sur des blindés au nord, proche du fort de Donneville. Ce dernier ne répond plus et la radio est désespérément muette. On arrête le tir à 16h, les routes sont désertées par l'ennemi et un drapeau orné d'une croix gammée flotte au-dessus du fort de Donneville. Le lieutenant Martin s'attend à ce que sortir du fort devienne dangereux. Ils sont désormais seuls et encerclés. Les soldats reconnaissent les environs de la porte en métal de la poterne, petit tunnel permettant de rejoindre le fossé. Mais les Allemands sont déjà là. L'adjudant Mollet, qui en gardait à clé, se fait mortellement toucher par une rafale de mitrailleuse. Son corps est rapatrié dans le fort, mais désormais les Allemands peuvent s'engouffrer à l'intérieur du fossé.
On barricade ce que l'on peut et place des mitrailleuses pour se préparer au combat rapproché. Bientôt, 2 Allemands venus en reconnaissance apparaissent de la poterne avant de tomber sous les balles défenseurs. Au même moment, le chef Vivien arrive auprès de Martin qui se tenait près du corps de Mollet. Il lui annonce que 2 mutins veulent se rendre. Il ordonne à la garnison de s'aligner dans le grand couloir et leur fait comprendre que personne ne se rendra. L'ancien combattant de 14 ne peut s'y résoudre. Il a confiance en la solidité de son fort. Son honneur lui impose de tenir jusqu'à la fin de ses réserves, jusqu'à l'armistice peut-être. Puis, ils entonnent la Marseillaise qui résonne avec la force qu'on lui connaît dans les couloirs bétonnés de l'ouvrage. Vers 21h, le lieutenant Martin a la lourde charge d'annoncer à Madame Mollet, qui vivait dans le fort avec ses 3 enfants, la mort de son mari. Il la conduit au corps qu'elle exige de voir, puis retourne auprès de ses enfants qui dorment déjà. Dans la nuit, on aperçoit 2 soldats au niveau de la porte blindée, capturés au fort de Deneville et envoyés par l'envahisseur. Le maréchal des logis Martin et le chef Lutz. Ils sont envoyés par les Allemands qui sont non loin mais qui refusent de s'avancer. Ils exigent que Martin sorte pour connaître leurs conditions. Martin prend le lieutenant Penato avec lui et avec les messagers s'approche de 3 officiers allemands. Aucun n'est armé. Ils expliquent que l'armistice est proche, que tous les autres forts se sont rendus. La ligne Maginot est tombée, les Allemands sont déjà dans la vallée du Rhône. Ensuite, ils préviennent que l'artillerie lourde et l'aviation bombarderont le fort de Longchamp si les Français persistent. Martin ne peut se résoudre à capituler. Il propose qu'on lui laisse épuiser ses vivres et promet de ne tirer que pour se défendre jusqu'au fameux armistice. Les Allemands appellent leur major, seul à pouvoir trancher. Ce dernier, qui a connu 14-18, aurait bien accepté les conditions de Martin. Il apportera la réponse de son général le lendemain à 3h tapantes. Le 22 juin, pointueux sur les horaires, le major allemand apparaît à 3h et rend compte de la réponse de son général. Ce dernier ne peut attendre, le fort sera bombardé. Il promet que les troupes rendront les honneurs à la garnison de Longchamp si elle se rend immédiatement. Le lieutenant accepte de sortir du fort à 12h. Le major exige à 11h, Martin y consent et repart dormir. Au réveil, les soldats revêtissent leur uniforme, mangent un morceau et repartent chacun avec 1 litre de vin. Les 2 soldats morts, Nurdin et Mollet, sont inhumés à 10h sur les abords de la route devant l'ouvrage. La garnison sort à 11h comme prévu. Les soldats de la 6e Panzer rendent les hommages aux défenseurs héroïques. Le major les salue et dit en allemand : « Nous allons prendre possession du fort de Longchamp. C'est le dernier fort de Lorraine qui ait résisté. Nous rendons hommage à votre belle défense. On se souviendra longtemps du fort de Longchamp. » Les Français reprennent leur marche, défenseurs de Longchamp et Deneville côte à côte. 250 soldats défilent et s'éloignent de cet ouvrage obsolète qui n'aurait jamais dû tenir autant, mais qui fut le dernier fort de Lorraine à tomber aux mains de l'ennemi.